Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Réforme du Code de la famille. 3 réunions de réflexion et d'échange ont été tenues cette semaine par les acteurs mentionnés dans la lettre adressée par Sa Majesté le Roi au chef du gouvernement. Objectif, se pencher sur la méthodologie de travail en application des hautes orientations du souverain et selon une approche participative et une réflexion collective et collégiale. Organisation par le Maroc de la CAN 2025, le couronnement de la grande dynamique sportive enclenchée par Sa Majesté le Roi depuis plus de deux décennies. Cette victoire est partout saluée et qualifiée d'amplement méritée par la presse internationale sportive et par les consultants et les journalistes sportifs de tous bords. On fera le point dans ce journal. C'est parti pour les premiers coups de fusil annonçant le début de la nouvelle saison de la chasse. Pour que cette pratique qui connaît beaucoup d'adeptes au Maroc se déroule dans les meilleures conditions, des mesures strictes de sécurité et de zonage doivent être respectées. Bonsoir, le rappel des activités royales en ouverture de ce journal. Mercredi soir, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, de son Altesse le Prince Moulay Ahmed et de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a présidé à la mosquée Hassan à Rabat à une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Les développements, Souad Najed. Mercredi soir, mosquée Hassan à Rabat. En commémoration de Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif, Amir al-Mouminin a présidé une veillée religieuse. Sa Majesté le Roi Mohammed VI était accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, de son Altesse le Prince Moulay Ahmed et de son Altesse le Prince Moulay Ismail. La veillée a été marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed, prières et bénédictions sur lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Mawlaya Amir al-Mu'minin. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté le bilan des activités du Conseil supérieur et des conseils locaux des Oulama avant de remettre au souverain le rapport relatif à ces activités. Dans son allocution, le ministre a indiqué que les Oulama sont conscients de l'action menée par Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin pour leur assurer les conditions nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Monsieur Tawfiq a assuré que les Oulama œuvrent à travers leur principale fonction qui est la communication, at-tablir, à mettre en place une bonne méthodologie, résultat de leur riche expérience. Amir al-Mouminin a remis de nombreux prix à leurs récipiendaires. Le prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques, prix de mérite et d'hommage. Le prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d'exégèse du Saint-Coran. Le prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint-Coran avec mémorisation de 5 hizb. Le prix Mohammed VI d'hommage en art calligraphique marocain. Le prix Mohammed VI d'excellence en art calligraphique marocain, le prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix d'hommage, le prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix de l'excellence, prix Mohammed VI de lettrisme arabe, al-Hurufiyya, prix d'hommage, et le prix Mohammed VI de lettrisme arabe, prix de l'excellence. Sa Majesté le Roi, Amir al-Mouminin, a été salué par les membres du jury du prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques.
Amendement du Code de la famille suite à la lettre royale adressée au chef du gouvernement. La commission ad hoc a commencé ses travaux sur la base d'une approche participative. Elle est appelée à rendre sa copie dans un délai maximum de 6 mois. Et pour en parler plus longuement avec nous sur le plateau, Mostafa Shehimi, professeur de droit et politologue. Professeur Shehimi, bonsoir. Bonsoir. Professeur Shehimi, il était grand temps que le processus de révision du Code de la famille soit lancé au vu, ou alors pour qu'il soit au diapason avec les mutations sociales et sociétales et avec les défis actuels de la société marocaine d'aujourd'hui. Tout d'abord, comment interprétez-vous le message ou alors la lettre royale adressée par Sa Majesté le roi Mohammed VI au chef du gouvernement Aziz Akhnouch? D'abord le retard. Il faut rappeler que le souverain, dans le discours du trône du 30 juillet 2022, avait donné comme orientation au gouvernement, outre la question de l'implication politique de la représentation de notre communauté marocaine à l'étranger, il avait évoqué la nécessité d'une réforme du Code de la famille, en invoquant un certain nombre d'arguments. Le fait qu'il y avait eu une application incorrecte du Code de la famille de 2004 et qu'il fallait donc apporter un certain nombre de corrections. Je note qu'il a fallu attendre 14 mois après ce discours du trône pour que ce dossier revienne au premier plan. Sa Majesté, dans son discours, qui a parlé d'obstacles. Oui, il y a les obstacles, bien sûr, il y a les obstacles, nous sommes d'accord, mais le délai, c'est le discours du trône, c'est le 30 juillet 2022. Ce dossier, donc, il a été demandé au gouvernement de prendre en main ce dossier, cette réforme. Il faut bien faire ce constat, rien n'a été fait. Et donc, sur la base de cette situation-là, le souverain a repris le dossier, donc de manière directive, en proposant la composition de cette commission et en fixant un délai. Ce qui est important aussi, c'est un autre point. C'est une commission nationale. Ça n'est pas une commission royale. Je m'explique. La commission royale avait été installée en 2003. À l'époque, le souverain avait désigné le président de la Cour suprême, c'était Driss Dahak. Puis, en janvier 2003, Mohamed Bousta, ancien secrétaire général du parti de Sirlel, une décision donc d'intuitif personnel de responsable de cette commission, avec une participation mixte de ulama donc, et de juristes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le souverain ne désigne pas des personnes, il désigne la nature de la composition de cette commission. C'est une commission qui se distingue de celle de 2004 par un certain nombre d'aspects. D'abord le fait que c'est une commission qui est pilotée par le chef du gouvernement, mais je dis bien pilotée, simplement parce qu'il est chef d'exécutif. Mais en fait, c'est une commission qui comprend un collectif et un collège formés en premier rang, si je puis dire, du ministre de la Justice, du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du président du ministère public. Et puis, il y a une autre composition, une autre filière, c'est évidemment le Conseil supérieur des ulama, le CNDH, le ministère chargé de la famille, des chercheurs, de la société civile, etc. Donc, vous voyez bien la différence entre la composition de la commission de 2003 qui a remis sa copie en 2004 et celle-ci. C'est-à-dire c'est une commission nationale qui élargit donc un certain nombre d'acteurs, d'auteurs. Elle n'est pas simplement limitée donc aux fuqaha et aux ulama et à d'autres composantes. Ça, c'est le premier point. L'agenda est intéressant. Le souverain, compte tenu du retard qui a été pris depuis son discours de la fête du trône 2022, le souverain a fixé un agenda. Il y a donc là une volonté royale de travailler ce dossier, de le finaliser et de l'acter, parce que ça fait partie des grands enjeux de la société. Et les premières réunions ont déjà eu lieu. Nous en avons fait le rappel il y a quelques instants entre tous les acteurs concernés et bien mentionnés, clairement mentionnés dans la lettre royale adressée par Sa Majesté au chef du gouvernement. C'est dire aussi la centralité des questions juridiques et judiciaires autour de la question, de la réforme du Code de la famille, M. Shehimi. Vous avez relevé qu'il y a eu 3 réunions en quelques jours. C'est important. Ça prouve en une semaine. Eh oui, en une semaine, ça prouve que quand la décision est là, la décision royale, il y a un autre tempo.
Vous voyez, donc, parce qu'il y a maintenant une obligation qui pèse sur cette commission, et donc il faut qu'elle fasse son travail. Maintenant, les problématiques sont importantes. Vous avez parlé de la centralité d'un certain nombre de questions religieuses, juridiques, normatives, sociologiques, etc. Bien sûr, c'est important. Mais c'est une réforme qui va se faire avec une double préoccupation, me semble-t-il. La première préoccupation, c'est évidemment qu'il faut amender le code de 2004. Il faut l'amender parce qu'il y a des amendements, des corrections qui doivent être faites. Le souverain l'a dit, toutes les ONG le disent, les instances, etc. Il y a également le fait que ça n'est pas, la Moudouana, ce n'est pas un texte religieux. C'est un texte normatif qui est une création donc de l'homme et des croyants. Mais en même temps que c'est une création des croyants, donc une œuvre de production sociale des croyants, c'est une œuvre, une réforme qui doit prendre en compte évidemment le référentiel religieux. Rester attaché au texte coranique avec le ijtihad ouvert. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le fait qu'il y a l'ijtihad, etc. Mais l'ijtihad doit se faire dans le cadre d'un périmètre qui est inspiré par la charia, et c'est extrêmement important. J'ajoute que le Maroc est attaché à une certaine lecture de l'ijtihad. C'est le rythme malékite. Le rythme malékite se distingue par quoi? Il se distingue par l'interprétation ouverte de la loi coranique, une interprétation également avec un effort d'interprétation, c'est là où il y a l'ijtihad, et puis la possibilité de la révision. Donc voilà une problématique qui va être au premier plan des débats de cette commission. Nul doute que les débats au sein de cette instance vont être animés. Il est connu, ce n'est pas un secret, qu'il y a un courant conservateur, traditionnel, j'allais dire traditionnaliste, etc. Mais il y a aussi un courant moderne. Et donc l'intérêt, c'est de voir comment va se faire. En tout cas, la commission à laquelle incombe la mission, elle doit faire cela selon une approche participative, collaborative et réflexion collective et collégiale, c'est ça? Oui, mais il est bien évident que pèsent sur cette commission deux facteurs. Un facteur lié à un courant conservateur qui est dans la société et qui probablement sera au sein de la commission, notamment à travers, par exemple, la représentation des ulamas. Mais il y a des ulamas ouverts, des ulamas modernes, etc. Et à côté de ça, un courant moderne, il est évident, c'est le souci du souverain, qu'il faut adopter ce code de la famille aux mutations de la société, notamment à deux principes, l'égalité et l'équité. À mentionner, ça aussi c'est très important de le dire, qu'au final, au bout de ces 6 mois, le projet de loi il sera soumis à la haute appréciation de Sa Majesté le Roi. C'est ce que dit aussi le communiqué du cabinet royal. Oui, mais évidemment, c'est important, parce que c'est normal. Pourquoi? Parce que le roi est Amir Mouminin. Il n'est pas que chef d'État, il n'est pas que chef d'État constitutionnel, il n'est pas que roi, il est Amir Mouminin, donc il est gardien des tables de la loi, si je puis dire, de la loi coranique, et sur ce plan-là, nul doute que chemin faisant, dans les 6 mois, le souverain veillera à suivre de près l'avancement des travaux de cette commission, mais c'est tout à fait normal. Très bien, professeur Shemi, ça c'est par rapport au code de la famille. Autre actualité, ou alors actualité liée à ce mois d'octobre, qui est aussi celui de l'inscription, on va dire, de la question nationale, de l'affaire du Sahara marocain dans l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. À quoi peut-on s'attendre? Nous sommes le 1er octobre. Traditionnellement, le mois d'octobre est celui du retour de la question nationale devant le Conseil de sécurité. Et elle est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour des travaux du Conseil de sécurité tel qu'il a été publié par cette instance onusienne. 1er octobre, dans les prochains jours, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va faire un rapport, probablement dans la semaine qui vient, un rapport d'évaluation et de l'évolution de ce dossier. Ça sera suivi le 16 octobre par une autre réunion du Conseil de sécurité. Ça sera un briefing, donc un débat informel, une communication avec un débat formel de l'envoyé personnel au secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, le 16 octobre, qui permettra donc d'informer précisément dans le détail les membres du Conseil de sécurité, les 15 membres du Conseil de sécurité, de ce qui a été fait ou pas fait depuis 1 an. Et puis ensuite,
il y a les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité, qui traditionnellement sont les porte-plumes, si je puis dire, de l'avant-projet de résolution, pour ce qui est de la question du Sahara. Donc il y a un avant-projet qui va être présenté par les Américains et il va être soumis aux autres membres du Conseil de sécurité, des amendements, etc. Et on va arriver à la fin octobre à un avant-projet définitif, si je puis dire, soumis donc au vote du Conseil de sécurité. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est deux observations. La première, c'est qu'il y a une panne du processus. Le mandat avait été donné à Staffan de Mistura de relancer donc le processus de contact de négociation. Il est venu, il n'a pas pu se rendre à Alger. Alger refuse de le recevoir. Il est parlé en Mauritanie, mais c'est pour une autre raison, parce que c'était pas dans son agenda. Et donc, il va bien faire état du non-avancement de ce dossier. Deuxième problème posé à ce Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'on fait du processus et des différentes résolutions du Conseil de sécurité, dont la dernière, la 2654 d'octobre 2022, qui posait un certain nombre de paramètres et qui fixait des conditions, qui demandait évidemment le retour au processus de négociation, puisque l'Algérie et le mouvement séparatiste refusent de s'associer au processus des tables rondes. Enfin, le primat, de nouveau, évidemment, du projet marocain d'autonomie interne, tel qu'il avait été déposé en avril 2007 dans le Conseil de sécurité, et qui, il faut le dire, continuellement a été consacré comme étant la seule solution d'un règlement politique réaliste, pragmatique pour ce qui est de ce dossier. Donc nous allons voir exactement comment les choses évoluent, mais le Maroc est confiant du bien fondé de sa cause et confiant des avancées enregistrées par le dossier national, donc notamment soutien américain, soutien de l'Espagne, de l'Allemagne, etc. Et puis le fait que l'Algérie, pays voisin, n'a pas de projet sérieux ni crédible à poser, sinon une sorte de front du refus en dehors du processus onusien. Et ça, je crois que c'est important que ce soit constaté. Merci beaucoup pour cet éclairage, professeur Moustapha Shemi. Merci à vous. L'attribution à l'unanimité de l'organisation de la CAN 2025 au Maroc n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le couronnement de plusieurs années de travail sous le leadership royal pour le développement des infrastructures sportives, la promotion du football national et africain aussi, et l'encadrement et l'encouragement de jeunes talents. Les spécialistes et les journalistes sportifs sont unanimes. Sur les plans logistiques, sécuritaires et géostratégiques, le choix du Maroc est idéal pour une grande réussite de cette prestigieuse compétition africaine. Boubkar Ben Ghabret. C'est de permettre au Maroc la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra au Maroc. L'attribution au Maroc à l'unanimité de l'organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 n'est pas fortuit, mais vient à la suite des expériences réussies accumulées par le Royaume dans l'organisation des plus grandes manifestations sportives. L'organisation par le Maroc de la CAN 2025 constitue un couronnement du processus de développement mené par Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis plus de 2 décennies dans divers domaines, en particulier dans celui du football. Avec une note finale de 85 sur 100, le Maroc est arrivé en tête devant nombre de candidats. Les 22 votants ont voté dans leur totalité pour le dossier du Maroc. 2 absents manquaient à l'appel. Le Maroc a surpassé les exigences fixées par les cahiers des charges en s'engageant à moderniser ses stades pour les mettre aux normes requises. Le Maroc a présenté 6 stades de grande qualité qui auront une capacité d'accueil de 40 000, 20 000 ou 15 000 places. Le Maroc a également proposé 24 terrains d'entraînement, soit un pour chaque équipe participante au final. Le choix unanime du Maroc pour organiser la CAN 2025 n'est pas le fruit du hasard, mais d'un long processus de développement de divers secteurs, a souligné le portail d'information italien Fora di Roma. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc s'est ici en modèle pour l'Afrique, a ajouté le portail d'information italien. De son côté, le journal Di Angola écrit que la victoire de la candidature marocaine pour organiser la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 n'est pas surprenante car c'est le couronnement normal du leadership et du soutien incessant
de Sa Majesté le roi Mohamed VI au sport et de la qualité des infrastructures dont dispose le Maroc. Les infrastructures sportives sont très appréciées compte tenu de leur qualité. Les stades offrent des vestiaires et un gazon naturel aux standards internationaux. C'est aussi ce qui a pesé dans la balance lors du vote. Ces infrastructures sportives de grande qualité ont notamment permis au Maroc d'organiser ces dernières années plusieurs événements sportifs majeurs, dont notamment la Coupe du monde des clubs 2022, le Championnat d'Afrique des Nations CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations des U17 et U23, la CAN féminine ainsi que la Ligue des champions d'Afrique féminine. Fort de sa riche expérience en matière d'organisation des plus grandes compétitions sportives, le Maroc ambitionne de faire de la deuxième CAN en terre marocaine, après celle de 1988, un événement réussi à tous les niveaux qui se démarquera par rapport aux 34 précédentes éditions de cette Coupe africaine. Football toujours, et parlant de la Champions League africaine, le Wydad de Casablanca s'est qualifié pour la phase de groupe après sa large victoire hier à domicile au complexe sportif Mohamed V face au club guinéen du Haïfa FC. Score final 3-0. Les Casablancais l'ont emporté grâce à des buts marqués par Yahya Atiyatullah, Hamdoul Haouni et Ayoub Amloud. Lors du match aller, les deux clubs avaient fait match nul, 1-1. L'autre représentant marocain dans cette compétition, l'AS FAR, qui a été éliminé par l'Étoile du Sahel de Tunisie, qui s'est imposé sur le score de 2-1, plutôt à Marrakech à l'aller. Les Tunisiens avaient pris pour rappel le meilleur sur l'AS FAR par 1-0. C'est parti pour la nouvelle saison de la chasse, une activité sportive qui compte beaucoup d'adeptes au niveau mondial, au niveau national, pardon. Une activité qui s'annonce donc avec une batterie de mesures, des mesures rigoureuses, et cela pour la préservation de l'environnement et pour la sécurité des pratiquants. Reportage à la réserve Aït Lali ou Hssana Sidi Ali Al-Bahraoui avec Hamza Sayeh, Abel Melouki, Zakari Mouqimbillah. Des premiers coups de fusil qui annonce le début de la nouvelle saison de chasse. Pour ce rendez-vous tant attendu, les passionnés se sont bien préparés. Armes, munitions et parfait attirail du chasseur professionnel. Et c'est parti pour la battue de différents types de gibier, autorisés dans cette réserve. C'est un grand jour pour nous chasseurs. Nous attendions cette occasion avec impatience pour nous adonner à notre sport favori. Notre association œuvre à encadrer les pratiquants, à préserver la faune et à prévenir les incendies. Nous initions les adhérents aux techniques de chasse et à la prévention afin d'éviter tout incident. La sécurité est un aspect important. Des mesures rigoureuses sont fixées par l'Agence nationale des eaux et forêts. Les unités de l'agence chargées de la police de la chasse sont épaulées par des gardes fédéraux. En cette période de l'année, les unités de terrain relevant des eaux et forêts procèdent à des opérations de contrôle et de sensibilisation. Nous exigeons des chasseurs le strict respect des mesures de sécurité. Nous nous assurons aussi du respect des zones dédiées et des autorisations. Chaque année, ils sont plus de 7 millions de pratiquants à s'adonner à la chasse sportive. Une activité allouée sur plus de 276 000 hectares, répartie sur 245 lots de chasse associative et touristique. Et avant de refermer ce journal, sachez que le temps chaud persistera demain lundi dans plusieurs provinces du royaume. Il fera 38 degrés à Marrakech et à Bnimlel, 37 à Ribga, 37 également à Stati Hafez, 36 degrés pour le Gouira, 34 à Oujda, 33 degrés à Ouarzazate et enfin notez 30 degrés à Rabat. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.